Nous partirons ce soir. Saviez-vous que certaines des plus grandes stars hollywoodiennes du passé se sont retrouvées derrière les barreaux pour des crimes que vous n'auriez peut-être jamais imaginés? Bien que l'affaire Roscoe Fatty Arbuckle soit peut-être la plus célèbre, il était loin d'être le seul. Des acteurs impliqués dans des bagarres scandaleuses à ceux qui ont fait face à des accusations choquantes, l'âge d'or d'Hollywood regorgeait de célébrités dont la vie privée était aussi dramatique que n'importe quel film. Parlons des célébrités qui ont été en prison pour diverses raisons criminelles. Le numéro 1 vous choquera. Mae West. Mae West, la bombe audacieuse par excellence du divertissement du début du XXe siècle, n'a jamais hésité à exhiber sa sexualité. Bien que ses performances cinématographiques aient été quelque peu atténuées, surtout dans sa jeunesse, ses spectacles sur scène étaient d'une toute autre nature. Il repoussait les limites de manière à laisser le public à la fois choqué et captivé. En 1926, West porta son audace à de nouveaux sommets en écrivant, produisant et en jouant dans une pièce au titre provocateur, Sexe. Dans cette production, elle incarnait Margie Lamont, une travailleuse avisée naviguant dans les complexités de l'amour et de la survie. La pièce a été présentée en première au Dally's 63rd Street Theater à New York, et malgré des critiques acerbes la qualifiant de crue et vulgaire, elle a attiré un public nombreux, devenant le seul spectacle à Broadway cette saison-là à rester ouvert tout l'été et l'année suivante. Cependant, le contenu audacieux de la pièce ne plaisait pas aux gardiens de la morale de l'époque. En février 1927, après 375 représentations, le département de police de New York a fait une descente au théâtre, arrêtant West et sa troupe pour obscénité et corruption des mœurs de la jeunesse. West a été condamné à 10 jours dans une maison de correction sur l'île Roosevelt, alors connue sous le nom de Welfare Island, et a été condamné à une amende de $500. Mais c'est là que la perspicacité de Mae a vraiment brillé. Elle était en fait ravie par l'arrestation. Elle y voyait une occasion en or de mettre en lumière la question de la censure et, peut-être plus importante encore, d'attirer une publicité massive. Son temps dans la maison de correction a été écourté. Elle a été libérée après 8 jours pour bonne conduite. La frénésie médiatique qui en a résulté l'a propulsée vers de nouveaux sommets de célébrité, solidifiant son statut d'icône culturelle qui n'avait pas peur de défier les normes sociales et de dire ce qu'elle pensait. Errol Flynn. En 1942, Errol Flynn, la star charismatique d'Hollywood adorée pour ses rôles de cape et d'épée dans des films comme Captain Blood et Les Aventures de Robin des Bois, a été plongé dans un scandale qui a ébranlé le monde du divertissement. Accusé d'avoir eu des relations inappropriées avec 2 jeunes filles mineures, Flynn a été confronté à des accusations de comportement illégal, une affaire qui a rapidement fait la une des journaux. Le procès a commencé en janvier 1943 et a attiré l'attention des médias du monde entier, chaque détail étant scruté par le public et la presse. La vie personnelle de Flynn devint un point focal, et sa réputation était en jeu, car l'affaire mettait en lumière les sombres dessous du glamour hollywoodien. L'équipe de défense de Flynn, dirigée par le célèbre avocat Jerry Geisler, a construit un dossier basé sur la réfutation des allégations. Ils ont soutenu que les accusations étaient une tentative d'exploiter sa célébrité, suggérant que le statut de célébrité de Flynn faisait de lui une cible facile pour de telles accusations. Le procès était intense et a duré plusieurs semaines, avec des témoignages de témoins et une couverture médiatique alimentant la fascination du public. En février 1943, le jury acquitta Flynn de toutes les charges. Une décision qui offrit une justification légale mais laissa des questions en suspens. Bien que Flynn ait continué à jouer, le procès jeta une ombre sur sa carrière et sa vie personnelle, modifiant à jamais son image publique et créant un héritage complexe pour la star emblématique. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle était une figure éminente dans le Hollywood des débuts, célébré pour son talent comique et ses contributions importantes à l'industrie cinématographique. Né le 24 mars 1887 à Smith Center, Kansas, Arbuckle a commencé sa carrière dans le divertissement au vaudeville avant de passer au film muet. Son comique physique et ses performances expressives ont fait de lui une star adorée des années 1910, ce qui lui a valu un contrat lucratif avec Paramount Pictures en 1920. Cependant, la carrière d'Arbuckle a subi un revers sévère en 1921 en raison d'un scandale impliquant la mort de l'actrice Virginia Rappe. Lors d'une fête à l'hôtel St. Francis à San Francisco, Rappe est tombé malade et est décédé 4 jours plus tard. Arbuckle a été accusé de l'avoir agressé, conduisant à 3 procès très médiatisés. Les 2 premiers procès se sont soldés par des jurys divisés, mais le 3e s'est conclu par son acquittement, le jury présentant des excuses officielles, déclarant « Nous pensons qu'une grande injustice lui a été faite ».
Malgré son acquittement, le scandale a gravement endommagé la réputation d'Arbuckle. Ses films ont été interdits, et il a été ostracisé par l'industrie. Bien que l'interdiction ait été finalement levée, Arbuckle a eu du mal à retrouver son statut d'antan. Il a réalisé des films sous le pseudonyme de William Goodrich et a fait un bref retour à la comédie au début des années 1930. Tragiquement, Arbuckle est décédé le 29 juin 1933, à l'âge de 46 ans. L'histoire d'Arbuckle est un exemple poignant de la façon dont la perception publique et la couverture médiatique peuvent profondément affecter la carrière et l'héritage d'un individu, indépendamment des résultats juridiques. Paul Kelly. Paul Kelly était un acteur américain connu pour ses rôles dans des films comme Flying Tigers et The Roaring Twenties. Il a mené une vie qui comprenait à la fois la célébrité et le scandale. Au début des années 1920, Kelly a été impliqué dans un incident très médiatisé qui a finalement conduit à une peine de prison. Kelly avait une relation amoureuse avec Dorothy McKay, une actrice mariée à Ray Raymond, un artiste de vaudeville. En 1927, Kelly et Raymond se sont engagés dans une altercation violente à propos de McKay, ce qui a entraîné la mort de Raymond en raison de blessures à la tête subies lors de la bagarre. Kelly a été accusé d'homicide involontaire, reconnu coupable, et condamné à 2 ans à la prison d'État de San Quentin. Son temps en prison est devenu un chapitre important de sa vie, et il aurait utilisé cette expérience comme inspiration pour ses rôles ultérieurs. Remarquablement, Kelly a pu reprendre sa carrière d'acteur après sa libération, retournant à Hollywood et reconstruisant progressivement sa réputation. Dans un revirement inhabituel, Kelly a épousé Dorothy McKay après sa libération, et ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort. Il a continué à jouer à la fois dans des films et à Broadway, gagnant le respect pour ses performances et remportant même un Tony Award. L'histoire de la vie de Kelly reflète à la fois les hauts et les bas d'Hollywood, marquée par le talent, les tourments personnels et la résilience. Rory Calhoun. Rory Calhoun, à l'origine nommé Francis Timothy McCown, a eu des débuts difficiles avant de se transformer en mauvais garçon d'Hollywood. Né en 1922, la jeunesse de Calhoun a été marquée par une série d'accrochages avec la loi. À l'âge de 13 ans, il avait volé un revolver, ce qui a conduit à son internement à la Preston School of Industry de la California Youth Authority, un centre de rééducation pour jeunes en difficulté. Imperturbable, il s'est vite échappé de l'établissement, se lançant dans une série de petits délits, y compris plusieurs cambriolages de bijouterie. À 17 ans, il a franchi une limite légale majeure en volant une voiture et en la conduisant à travers les frontières d'État. Un délit fédéral qui lui a valu une peine de 3 ans au Centre médical des États-Unis pour les prisonniers fédéraux à Springfield, Missouri. Il a été libéré sur parole juste avant son 21e anniversaire. Après sa libération, Calhoun était déterminé à laisser son passé criminel derrière lui, acceptant divers petits boulots pour rester sur le droit chemin. Finalement, il a attiré l'attention d'Hollywood et a commencé une carrière d'acteur réussie, se forgeant une image robuste qui convenait à son histoire. En 1955, son agent, Henry Wilson, a révélé le passé de Calhoun au magazine Confidential pour les empêcher de dévoiler les secrets d'un autre de ses clients. Au lieu de nuire à la carrière de Calhoun, cette révélation a en réalité renforcé son image de mauvais garçon, correspondant au rôle de dur à cuire qu'il incarnait souvent. Calhoun a continué à prospérer à Hollywood, prouvant que même les débuts les plus difficiles peuvent mener à la célébrité. Robert Mitchum. Robert Charles Derman Mitchum était un acteur américain renommé, connu pour ses rôles d'anti-héros magnétiques et ses performances emblématiques dans le film noir. Né en 1917, Mitchum avait une présence à l'écran naturel, interprétant des personnages durs et désabusés dans des classiques comme La Griffe du passé et La Nuit du chasseur. Sa carrière lui a valu une nomination aux Oscars, une reconnaissance au BAFTA et plusieurs prix pour l'ensemble de sa carrière, y compris une étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood en 1984 et le prestigieux Golden Globe Cecil B. DeMille en 1992. Cependant, la vie de Mitchum hors écran était presque aussi mouvementée que ses rôles. Connu pour sa personnalité rebelle, il a eu plusieurs démêlés avec la loi dès son adolescence. Alors qu'il voyageait à travers le pays pendant la Grande Dépression, il a été arrêté pour vagabondage à Savannah, en Géorgie, et condamné à une équipe de prisonniers enchaînés. Mitchum s'est évadé et a poursuivi ses voyages, incarnant une résilience roublarde qui définirait plus tard son personnage hollywoodien. En 1948, Mitchum a de nouveau fait des gros titres lorsqu'il a été arrêté pour possession de marijuana lors d'une fête à Los Angeles. Il a plaidé nolo contendere et a reçu une peine de 60 jours, qu'il a partiellement purgée à la prison du comté de Los Angeles, et partiellement dans une ferme pénitentiaire à Castaic,
Californie. Ce scandale aurait pu faire dérailler sa carrière, mais au lieu de cela, il a semblé ne faire que solidifier sa réputation de mauvais garçon par excellence d'Hollywood. L'incident a été largement médiatisé. Pourtant, sa carrière est restée en grande partie indemne, et Mitchum a continué à être une figure de proue à Hollywood, connu pour ses performances polyvalentes et son charisme durable. Leo Gordon. Le vétéran acteur de caractère Leo Gordon a vu la prison plusieurs fois. Après l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale en 1941, Gordon s'est engagé dans l'armée américaine, où il a servi pendant 2 ans et a reçu une décharge honorable. Gordon était dans le sud de la Californie, où lui et un complice ont tenté de voler un bar et ses clients avec un pistolet. Il a été blessé à l'estomac par un des officiers procédant à l'arrestation. Condamné pour vol à main armée, il a purgé une peine de 5 ans à la prison de San Quentin, où il a poursuivi son éducation en lisant presque tous les livres de la bibliothèque. Il a été choisi par le réalisateur Don Siegel pour le film Émeute dans le bloc cellulaire 11. Cela peut être une histoire apocryphe, mais on raconte que lors du tournage du film, Gordon devait être abattu. Pendant le tournage de cette séquence, il a été abattu et est tombé. Siegel n'a pas aimé que Gordon tombe et lui a dit « Tu es supposé voler en arrière ». Gordon a dit à Siegel, entre nous deux, « Je suis celui qui a été abattu. Je pense savoir ce qui arrive quand on se fait tirer dessus. » On tombe. Gordon a fait une apparition en tant qu'invité dans un épisode de The Andy Griffith Show, où il a vaguement repris sa vie comme quelqu'un qui a passé du temps en prison et s'est réformé. Mesurant 6 pieds 2 pouces et ayant une apparence menaçante, Gordon était principalement utilisé comme le méchant, ou un dur à cuire dans les films hollywoodiens, notamment dans les westerns. Au cours de sa carrière, Gordon apparaîtrait dans plus de 170 productions cinématographiques et télévisuelles du début des années 1950 au milieu des années 1990. Nick Nolte. Nicholas King. Nolte est un acteur américain. Tu sais pourquoi ces gars sont encore des flics de là? Parce qu'ils n'ont pas réussi à devenir agents Connu fédéraux. pour ses rôles principaux masculins dans des drames et des romances, il a reçu un Golden Globe Award, ainsi que des nominations pour 3 Academy Awards et un Primetime Emmy Award. Nick Nolte a eu des démêlés notables avec la loi. En 1961, à l'âge de 20 ans, Nolte a été arrêté pour avoir vendu des cartes d'appel contrefaites. Cette infraction grave a conduit à une condamnation, entraînant une peine de 45 ans de prison et une amende de 75 000 $. Cependant, la peine de prison a été suspendue, l'épargnant de l'incarcération. Cette condamnation criminelle l'a rendu inéligible au service militaire, ce qu'il a personnellement regretté, car il se sentait obligé de servir pendant la guerre du Vietnam. Le 11 septembre 2002, Nolte a été arrêté à Malibu, Californie, soupçonné de conduite sous influence. Des tests ultérieurs ont révélé qu'il était sous l'influence de gamma-hydroxybutyrate dans le GHB, une drogue psychoactive. 3 jours après son arrestation, Nolte s'est volontairement admis à l'hôpital Silver Hill, dans le Connecticut, pour un suivi psychologique. Le 12 décembre 2002, il a plaidé sans contestation aux accusations de conduite sous l'influence et a été condamné à 3 ans de probation, avec l'obligation de suivre un programme de conseil en alcoolisme et de toxicomanie, y compris des tests aléatoires. Ces problèmes juridiques, en particulier l'arrestation de 2002, ont été très médiatisés et ont conduit à une période de réflexion personnelle pour Nolte. Il a ouvertement discuté de ses problèmes avec la toxicomanie et des mesures qu'il a prises pour se rétablir. Malgré ces défis, Nolte a maintenu une carrière d'acteur réussie, recevant des critiques élogieuses pour ses performances. Bien que Nick Nolte ait affronté des problèmes juridiques importants, y compris une condamnation pour crime et une arrestation pour conduite en état d'ivresse, il n'a pas purgé de peine de prison. Ces expériences soulignent les complexités des luttes personnelles au milieu d'une carrière très médiatisée. Lila Leeds. Lila Leeds a commencé sa carrière à Hollywood au milieu des années 1940. Elle est apparue dans des rôles mineurs dans des films tels que The Show Off en 1946, Lady in the Lake en 1947 et Green Dolphin Street en 1947. Tu ne dirais pas. Dis-lui s'il ne peut pas te donner une idée. Compte pour... On notait souvent la ressemblance de Leeds avec Lana Turner, et elle était fiancée avec l'ex-mari de Turner, Stephen Crane, au moment de son arrestation. Le 1er septembre 1948, Leeds et l'acteur Robert Mitchum ont été arrêtés pour possession de marijuana lors d'une descente à son domicile. Tous deux ont été condamnés à 60 jours de prison. Alors que la carrière de Mitchum a rebondi après l'incident, Leeds a rencontré des difficultés importantes, endommagé sa réputation
ce qui a conduit à une diminution des offres de films. Dans une tentative de relancer sa carrière, Lead a joué dans le film d'exploitation She Should Have Said No en 1949, également connu sous le nom de Wild Weed. Le film, inspiré par ses propres expériences, était un conte moral sur les dangers de la marijuana. Malgré cet effort, le film n'a pas réussi à revitaliser sa carrière. Après sa sortie de prison, Lead a eu du mal à trouver du travail à Hollywood. Elle a quitté la Californie en 1949, se déplaçant dans le Midwest, où elle a travaillé dans des boîtes de nuit. Pendant cette période, elle s'est mariée et a divorcé 2 fois et a eu 3 enfants. En 1966, elle est retournée à Los Angeles, a étudié la religion, a fondé une église et a fait du bénévolat dans des missions locales et des soupes populaires. Leeds est décédée le 15 septembre 1999 à Los Angeles, à l'âge de 71 ans. Lawrence Tierney, né le 15 mars 1919 à Brooklyn, New York, était un acteur américain renommé pour ses rôles de personnages durs, notamment dans des films comme Dillinger en 1945 et Born to Kill en 1947. Sa vie hors écran reflétait son personnage à l'écran, marqué par des ennuis judiciaires fréquents et une vie personnelle tumultueuse. Sa carrière d'acteur a commencé au début des années 1940 avec des rôles mineurs. Il s'est fait connaître avec son interprétation du célèbre gangster John Dillinger dans le film Dillinger de 1945, ce qui l'a établi comme un acteur de premier plan dans le genre film noir. Il a continué à jouer des rôles de dur à cuire dans des films tels que The Devil Thumbs a Ride en 1947 et Born to Kill en 1947. Le comportement de Tierney en dehors de l'écran était aussi notoire que ses rôles à l'écran. Entre 1944 et 1951, il fut arrêté au moins 12 fois à Los Angeles pour des infractions incluant ivresse publique et bagarre, entraînant plusieurs peines de prison. En 1951, il a été impliqué dans une altercation dans un bar à New York, au cours de laquelle il a brisé la mâchoire d'un étudiant universitaire. Cet incident a entraîné une peine de prison de 90 jours, ternissant davantage sa réputation. Ses arrestations fréquentes et son comportement volatile ont conduit à un déclin de sa carrière d'acteur, car les studios étaient réticents à l'embaucher en raison de sa nature imprévisible. Malgré ses problèmes juridiques, Tierney a continué à travailler sporadiquement dans le cinéma et la télévision. Il est apparu dans des rôles secondaires dans des films comme Sous le plus grand chapiteau du monde en 1952 et Reservoir Dogs en 1992, où il a joué le patron du crime Joe Cabot. Dans ces dernières années, il fit des apparitions en tant qu'invité dans des émissions télévisées, y compris un rôle mémorable dans Seinfeld en 1991. Cependant, son comportement hors écran continua de poser des problèmes. Il aurait été banni du plateau de Seinfeld après un seul épisode, en raison de son comportement intimidant. Tierney est décédé le 26 février 2002 à Los Angeles, à l'âge de 82 ans. David Carradine, mieux connu pour son rôle emblématique de Kwai Chung Caine dans la série télévisée des années 70 Kung Fu, a eu une carrière remplie de succès et une vie marquée par des défis personnels et des problèmes juridiques. En 1974, Carradine a été arrêté après avoir erré nu dans son quartier de Laurel Canyon sous l'influence du peyote, ce qui a entraîné des accusations de tentative de cambriolage et de méfaits malveillants. Il a reçu une probation pour cet incident, mais ce n'était que le début de ses problèmes judiciaires. En 1977, lors du tournage de Safari 3000 en Afrique du Sud, Carradine a été arrêté pour possession de marijuana, un incident qu'il a ensuite affirmé être un coup monté par le gouvernement de l'apartheid. Il a reçu une peine avec sursis, mais a continué à avoir des problèmes avec la loi. Au cours des années 1980, les problèmes de Carradine avec l'alcool ont conduit à plusieurs arrestations pour conduite en état d'ivresse, avec des incidents signalés en 1984 et à nouveau en 1989. Malgré ces obstacles, la carrière de Carradine est restée remarquablement résiliente. Connu pour sa voix distinctive et sa présence intense à l'écran, il est apparu dans plus de 100 films et émissions de télévision. Sa popularité a de nouveau grimpé au début des années 2000 avec son rôle de Bill dans la série Kill Bill de Quentin Tarantino, le présentant à une nouvelle génération de fans. La vie de Carradine encapsule les hauts et les bas d'Hollywood, reflétant le parcours complexe de l'équilibre entre la célébrité et les luttes personnelles. William S. Burroughs. William S. Burroughs était un écrivain et artiste américain révolutionnaire, largement reconnu comme une figure éminente de la Beat Generation et pour ses œuvres influentes comme Le Festin nu. Né en 1914, Burroughs était connu pour
pour ses explorations des thèmes contre-culturels, mêlant science-fiction, addiction et éléments surréalistes. Son œuvre a ouvert de nouvelles voies dans la littérature américaine, défiant les structures narratives traditionnelles et les limites de la censure. La vie de Burroughs était aussi non conventionnelle que son écriture. Connu pour ses luttes contre la dépendance, il a passé une grande partie de sa vie dans diverses parties du monde, notamment à Tanger, Londres et New York, où il faisait partie de la scène littéraire beat aux côtés de Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Cependant, un incident tragique en 1951 est devenu l'un des chapitres les plus sombres de sa vie. Pendant son séjour à Mexico, Burroughs a accidentellement tiré et tué sa compagne de fête, Joanne Vollmer, lors d'une fête où ils ont essayé une cascade de Guillaume Tell avec un pistolet. L'incident, que Burroughs a qualifié de tournant, a conduit à son arrestation, bien qu'il ait été relâché après une brève détention. L'événement a hanté Burroughs, qu'il a ensuite crédité comme le catalyseur de sa carrière, affirmant qu'il s'est senti obligé d'écrire sérieusement à partir de ce moment-là. Malgré le scandale et ses luttes contre la dépendance, Burroughs est devenu une figure littéraire respectée. Ses œuvres, y compris Junkie, The Soft Machine et Nova Express, ont laissé un impact durable sur la littérature, inspirant des générations futures d'écrivains et d'artistes à explorer des thèmes de non-conformité et de rébellion. Burroughs est décédé en 1997, laissant derrière lui un héritage en tant que l'une des voix les plus provocatrices et influentes de la littérature américaine moderne. Robert Tasker, le scénariste à succès, était un criminel avant de connaître la gloire à Hollywood. En 1924, il a été arrêté après une série de braquages de restaurants autour d'Oakland, où il s'asseyait, commandait un café, puis braquait un pistolet non chargé ou cassé sur le personnel. La motivation de Tasker était le désespoir. Sa famille traversait une période difficile, et il essayait de maintenir un style de vie qu'il ne pouvait plus se permettre, tout cela pour impressionner une ancienne amoureuse. Surnommé le bandit de l'amour par la presse, il a été rapidement condamné à purger 5 ans à San Quentin. C'est en prison que la vie de Tasker a pris une nouvelle direction. Il a rejoint un cours d'écriture dirigé par l'auteur de Pulp Fiction, Sidney Hershel Small, où il a découvert une passion et un talent pour l'écriture. Tasker a commencé à contribuer au journal de la prison, The Bulletin, en produisant des histoires dures et authentiques qui ont attiré l'attention du célèbre éditeur littéraire H. L. Mencken. Mencken a été tellement impressionné qu'il a publié le travail de Tasker dans l'American Mercury et a même plaidé pour sa libération. Avec le soutien de Mencken, Tasker a été libéré sur parole et s'est dirigé vers Hollywood, où sa connaissance du monde criminel a fait de lui un scénariste très recherché. Son premier grand projet, The Big House, a posé les bases d'une carrière réussie, quoique turbulente. Bill Cosby. Le 25 septembre 2018, Bill Cosby a été condamné à une peine de 3 à 10 ans de prison d'État pour avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constant en 2004. Il a également été condamné à une amende de 25 000 $ et a payé les frais de poursuite. Cosby a commencé à purger sa peine à l'établissement correctionnel d'État de Phoenix, en Pennsylvanie. Dans un tournant significatif des événements, la Cour suprême de Pennsylvanie a annulé la condamnation de Cosby le 30 juin 2021. Le tribunal a constaté qu'un accord antérieur avec un ancien procureur empêchait l'inculpation de Cosby dans cette affaire, entraînant sa libération immédiate après avoir purgé près de 3 ans. La condamnation de Cosby était initialement considérée comme une étape importante du mouvement MeToo, représentant une affaire médiatisée où une personnalité puissante était tenue responsable de violences sexuelles. Cependant, l'annulation de sa condamnation a suscité des débats sur les subtilités juridiques et les défis de la poursuite des affaires d'agression sexuelle, soulignant les complexités auxquelles les victimes font face pour obtenir justice. Howard Hughes. Howard Hughes, le producteur de films américains énigmatiques, pionnier de l'aviation et homme d'affaires milliardaire, a vécu une vie pleine d'innovations, de richesses et de controverses. L'un des épisodes moins connus de sa carrière légendaire s'est produit le 11 juillet 1936, lorsque Hughes a été impliqué dans un accident de voiture mortel à Los Angeles. En conduisant, il a heurté un piéton nommé Gabriel S. Meyer, qui est décédé plus tard de ses blessures. Hughes a affirmé qu'il essayait d'éviter un autre véhicule, ce qui a conduit à cet incident tragique. Bien que brièvement détenu par la police, Hughes fut finalement libéré et ne fit face à aucune accusation formelle. Son statut de personnalité publique de premier plan et son équipe juridique puissante ont réussi à atténuer les conséquences juridiques, l'incident étant officiellement considéré comme un accident.
Cet épisode, bien que éclipsé par les réalisations de Hughes, reflétait les complexités de sa vie où privilèges et influences le protégeaient souvent de la responsabilité publique. Au-delà de cet incident, Hughes a laissé un héritage complexe, marqué par ses contributions novatrices à l'aviation et au cinéma, ainsi que par ses dernières années de réclusion et sa lutte avec le trouble obsessionnel compulsif. De ses vols records à son comportement excentrique et son style de vie reclus, Hughes reste l'une des figures les plus intrigantes du XXe siècle, rappelée à la fois pour ses triomphes et sa vie personnelle troublée. Charles Manson. Charles Manson était l'une des figures les plus infâmes de l'histoire criminelle américaine, surtout connu comme le leader de la famille Manson, un groupe de type sectaire responsable d'une série de meurtres brutaux en 1969. Il était aussi musicien. Manson a eu une enfance troublée, marquée par des démêlés répétés avec la justice, ce qui a conduit à une vie passée en grande partie dans des établissements correctionnels. À la fin des années 1960, il avait rassemblé un groupe de fidèles dévoués en Californie, attirés par son charisme, ses croyances apocalyptiques et ses interprétations tordues de la culture pop et de la religion. À l'été 1969, Manson a dirigé ses disciples pour commettre une série de meurtres, le plus notoire étant le meurtre brutal de l'actrice Sharon Tate et de 4 autres personnes à son domicile le 9 août. La nuit suivante, le groupe a tué Leno et Rosemary LaBianca, renforçant ainsi la réputation de Manson en tant que chef de secte manipulateur. Bien que Manson n'ait pas personnellement commis les meurtres, il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de conspiration en raison de son influence directe sur ses adeptes. En 1971, Manson a été condamné à mort, mais sa peine a ensuite été commuée en réclusion à perpétuité lorsque la Californie a temporairement aboli la peine de mort. Manson a passé le reste de sa vie en prison, où il a continué à captiver la fascination du public à travers des interviews et des comportements bizarres. Il est mort en 2017 à l'âge de 83 ans, laissant derrière lui un héritage de terreur et d'intrigue profondément enraciné dans la culture américaine. O.J. Simpson. Enfin, O.J. Simpson. Il était une ancienne star de la NFL et acteur. Il est l'une des figures les plus connues impliquées dans une affaire judiciaire très médiatisée. Simpson est devenu célèbre dans les années 1970 en tant que joueur de football professionnel, connu pour son athlétisme et son charisme. Il a réussi sa transition vers le cinéma avec des rôles dans des films comme la série Ah mais a-t-il un flic? Et est devenu un nom connu de tous. En 1994, la vie de Simpson a pris un tournant dramatique lorsqu'il a été accusé en lien avec un incident tragique impliquant son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et son ami, Ronald Goldman. Le procès télévisé a captivé la nation, Simpson étant finalement acquitté en 1995 après une longue bataille juridique très médiatisée. Bien qu'il ait été reconnu non coupable au tribunal pénal, un procès civil ultérieur l'a tenu financièrement responsable de l'incident. Des années plus tard, en 2007, Simpson a de nouveau fait face à des problèmes juridiques lorsqu'il a été impliqué dans une confrontation armée à Las Vegas concernant des souvenirs sportifs. Cela a conduit à sa condamnation et à une peine de prison de 9 ans, dont il a été libéré en 2017. L'histoire de Simpson reste l'une des plus complexes et largement discutées dans la culture pop américaine, reflétant les hauts et les bas de la célébrité, ainsi que l'impact durable de la perception du public. Les histoires de ces figures hollywoodiennes nous rappellent que la célébrité n'efface pas les défauts, et pour certains, elle peut même les amplifier. De la défiance audacieuse de Mae West face à la censure au procès infâme d'Errol Flynn, de l'altercation violente de Paul Kelly à l'arrestation de Robert Mitchum pour marijuana, ces célébrités ont navigué entre scandale et succès. Et ce n'est pas seulement Hollywood classique. Des stars modernes se sont également retrouvées impliquées dans des problèmes juridiques. Des célébrités comme Bill Cosby, Lindsay Lohan et Shia LaBeouf ont toutes été sous les projecteurs pour leurs méfaits hors écran. Comme nous le voyons, le grand écran a une réflexion plus sombre et complexe dans la vie réelle. Ces incidents rappellent que, malgré leurs personnages à l'écran, les célébrités restent humaines, imparfaites et parfois controversées. Leurs histoires nous offrent un aperçu d'un monde où la célébrité peut parfois mener à une chute, les rendant d'autant plus captivantes et complexes. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour d'autres histoires incroyables. Merci de regarder.